pas vu. C'est bon? Voilà. Non, c'est parfait comme ça. Vous voyez la tête, c'est bon, tout est ok? Votre tête? Non, non, votre tête n'est pas coupée. Non, Moi, je fais comment pour partager. Ok. La lumière, le micro, ça. Oui, c'est bon, ça va aller. Le garçon, il fait l'émission avec nous. Moi, il est super. Mohamed. Dans 5 minutes, dans 2 minutes, les amis. Pour ce premier grand rendez-vous. N'est-ce pas, M. Kane? Oui. Ouais. C'est là un autre cas dans le cas. Garçon, ouais. Ouais. Voilà, je crois qu'on peut y aller. Ouais. Bon seulement. Très sensible. Très sensible. Luminosité, luminosité. C'est bon? Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde.
Bonsoir les amis. Bonsoir mon ami. Bonsoir la famille marketing. La famille marketing, oui. Yeah. On peut démarrer? Oui. Là, je vais démarrer, c'est ça? Ouais, ça devrait passer, non? Ça passe pas? Oui, ça passe. On vérifie si c'est bon avant que je... C'est bon, c'est bien. Ah, bien, ouais. Ah, c'est bon, comme ça, maintenant, c'est bon. C'est bon là-bas, c'est bon. Je calme. C'est parfait. Quelques réglages, on démarre. C'est bon chez vous? Ça va. Ouais. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Let's go. Bonsoir chers internautes, bonjour si vous êtes aux États-Unis. C'est avec un grand plaisir que je reçois les maestros, les experts internationaux du marketing, M. Kane et M. Diouf. Bonsoir chers internautes, bonjour si vous êtes... Le choix n'est pas fortuit, j'ai invité un serreur et un doubleur. Ben oui. Et je me mets à la place du disciple. Chacun d'entre eux va être le roi aujourd'hui, j'accepte. Et nous allons parler de la grande distribution au Sénégal. Est-ce qu'on peut même utiliser le concept de grande distribution au Sénégal? C'est une question que je vais poser à mes experts parce qu'actuellement, si on compare le Sénégal aux pays développés, est-ce que réellement on peut parler de grande distribution? Vu le nombre d'hypermarchés, s'il y a même un hypermarché au Sénégal, on en parlera tout à l'heure. Le nombre de supermarchés, est-ce qu'on peut parler de grande distribution au Sénégal? Mais n'empêche, nous allons essayer de débattre des stratégies que peuvent développer les enseignes locales. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais surtout les stratégies que les producteurs locaux vont développer vont déployer pour pouvoir être vendus et chez les enseignes locales et chez les enseignes multinationales. Monsieur Kane, bonjour. Monsieur Diouf, bonjour. Aujourd'hui, c'est Monsieur Kane qui reçoit Monsieur Diouf. Oui. Je vais donner la parole d'abord à Monsieur Diouf. Bonjour, chers amis, chers collègues. Bonjour. Vous nous laisserez juste saisir l'occasion de saluer l'ensemble de nos auditeurs qui nous suivent, et certainement qui vont nous suivre avec un décalage. Et surtout aussi saluer l'initiative de Marketing TV, d'inviter régulièrement des personnes qui sont passionnées de marketing. Je ne dirais pas des sommités, mais des passionnés véritablement. Et c'est l'occasion aussi donc de dire bonjour à M. Kane, que j'ai suivi longtemps à distance. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de partager ce plateau avec lui. C'est un plaisir. Et je suis toujours ravi de ses positions en termes d'expertise par rapport à quelques problématiques marketing. Et vous-même, en tant que collègue, je suis de près, qui a beaucoup soutenu et accompagné même dans le cadre de nos offres de formation à l'ETICA Dakar et même à ISM avant, dans le réseau aussi, donc de cette structure. Aujourd'hui donc, c'est pour moi une belle opportunité de partager un peu sur véritablement donc le regard que nous portons sur cette pseudo-grande distribution comme vous venez de le dire. Alors, est-il normal qu'on parle de grande distribution? On reviendra sur la question. Ou est-ce le début de la grande distribution au Sénégal? Voilà donc là où il faudra maintenant donc cadrer le contexte. Voilà donc pour
l'introduction me concernant. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Simon Diouf, malgré un emploi du temps trop hyper chargé, je vais même dire. Il est en même temps maire de la commune de Mbam, je vous le rappelle à ceux qui ne le connaissent pas. M. Kane, vous êtes chez vous. Je ne vous présente pas. Voilà. Je voudrais remercier Alain Bombassek pour cette belle initiative. Je crois qu'il a promis il y a environ 2 semaines à son retour à Dakar. On y est, donc c'est une très très belle chose en tout cas, parce que Marketing TV Monde, c'est aussi ça, proposer en tout cas de l'expertise, de l'échange, parce que les lives, c'est quelqu'un qui s'adresse à tout le monde, mais de temps en temps, il est important d'échanger, non pas dans une dynamique dialectique, mais dans une dynamique pédagogique avec une pluralité de points de vue. Et ce soir, vous avez l'occasion d'avoir 3 experts dans le domaine du marketing, dont je crois qu'il y a de quoi échanger. Et vous pourrez bien sûr intervenir sur le fil pour pouvoir poser vos questions, donner vos points de vue. Voilà. Je voudrais saluer Simon, qui est un grand expert du marketing, qui réellement a beaucoup œuvré à travers les instituts de formation et qui continue à le faire. Et je crois que c'est le travail le plus noble, c'est préparer notamment la relève, c'est-à-dire les futurs leaders du Sénégal, et ça c'est le travail le plus noble. Et je voudrais saluer à travers lui l'ensemble des personnes qui s'activent dans la formation en leur disant que c'est d'abord un sacerdoce, mais je crois qu'ils l'ont déjà très très bien compris. Voilà, bien. Je voudrais à l'adresse de quelques amis qui ont bien relevé quand même un certain nombre de faits assez intéressants sur l'absence de port de masque, sur la distanciation physique, voilà. Je voudrais juste vous rassurer qu'il y a tout un protocole par lequel nous sommes passés, notamment pour pouvoir nous installer, voilà. Et notamment, nous avons pris aussi l'ensemble des mesures de désinfection pour pouvoir discuter, notamment dans les meilleures conditions, voilà. Donc c'était pour rassurer nos amis. Nous sommes très conscients des enjeux de santé. En tout cas, personnellement, à mon âge, je suis très attentif à tous ces facteurs, parce que nous sommes aussi un peu avec des facteurs de risque, mais je voudrais que vous ne vous inquiétiez pas. L'ensemble des mesures ont été prises dans ce domaine-là en amont, notamment. Voilà. Donc ça, c'était pour rassurer et pour que tout le monde puisse comprendre cela, afin qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Oui, c'est important, M. Kane. On va directement attaquer le sujet. M. Diouf, la grande distribution au Sénégal. Est-ce qu'il y a réellement une grande distribution au Sénégal? Donc je rappelle que nous allons scinder l'émission en 2 parties. Dans une première partie, nous parlerons des stratégies des enseignes locales, et dans la seconde partie, nous allons parler des stratégies des producteurs locaux. Monsieur Diouf, est-ce qu'on peut parler réellement de grande distribution au Sénégal? Alors, je crois que parler de grande distribution devrait nous pousser un peu à expliquer le concept de la grande distribution, faire un peu l'historique de cette grande distribution qui date de longtemps, parce que depuis qu'on a produit, on a cherché véritablement à écouler. Mais quand on évoque la distribution, c'est-à-dire donc la commercialisation de ces produits-là, et quand on ajoute le terme de grande distribution, le qualificatif grande, donc est né donc d'une situation d'évolution de cette distribution-là. Partout, hein, on ne va pas prendre des modèles français pour l'expliquer. On a toujours eu nos artisans qui avaient leurs petits produits, qui avaient des marchés limités, qui produisaient et qui commercialisaient sans aucune difficulté. Mais c'est véritablement donc la modernité, avec le développement des infrastructures et les capacités de production, qui ont entraîné une production de masse. À cette production de masse, il fallait maintenant donc, avec la consommation de masse naissante, donc trouver un moyen maintenant donc de pouvoir distribuer tous ces produits-là. Donc production de masse, consommation de masse, il fallait une distribution qui soit en adéquation. C'est pourquoi la grande distribution est presque née après la Seconde Guerre mondiale. Donc les premiers supermarchés et autres, on va parler de Boulogne-Turpin, qui va commencer donc le libre-service un peu dans les années 40 et qui s'est développé, et très rapidement, on a trouvé quand même de grandes superficies de commercialisation de plusieurs produits en même temps. Et très souvent, comme ça prenait de gros espaces, on les a d'abord positionnés dans les superficies des grandes villes. Donc, et là, l'hypermarché, tout sous un même toit. Donc, on a théorisé autour de ça. Et c'est comme ça que la grande distribution est née.
Et ceci a permis aussi progressivement de modifier ce qu'il y avait au centre des zones urbaines. Les centres commerciaux aussi ont pris d'autres dimensions et le travail est dans une modification de l'architecture, donc de la distribution de ces produits maintenant, donc est apparu. C'est comme ça qu'on parle de grande distribution. Alors, est-il possible de parler maintenant au Sénégal de grande distribution? Oui, pour l'instant, on ne peut pas avoir la même ampleur qu'ailleurs. Mais aujourd'hui, on voit quand même donc, des enseignes multinationales qui s'installent et qui occupent des grandes superficies jusqu'ici. Donc, on ne les constatait pas. Je veux citer quelques-unes de ces enseignes. On est sur Marketing Voilà, TV, on est sur Marketing TV ici. C'est que fait aujourd'hui Auchan. Alors que les débuts de cette nature de la distribution ont commencé timidement avec Score. On s'en rappelle un peu, mais qui était bien positionné dans des quartiers spécifiques où véritablement c'était des quartiers résidentiels de cadres moyens et de grands cadres. C'était un peu autour du plateau, c'était également sur l'avenue Bourguiba. On les comptait au bout des doigts. Mais aujourd'hui, avec véritablement donc l'évolution des conditions de vie, il y a quand même une bourgeoisie locale, il y a également donc de plus en plus de personnes plus ou moins nantis. Donc la grande distribution aussi a suivi. C'est comme ça qu'on peut même dire que c'est le début véritablement de la grande distribution, parce que si on analyse le nombre d'installations de ces enseignes, même qu'elles soient donc une seule enseigne mais qui se propage, il y a quand même lieu de le reconnaître, parce que entre le linéaire qui existe entre Mermoz, Sacré-Cœur et Liberté 6, vous voyez combien de champs on a, donc et ça commence à prendre la dimension. Il y a d'autres enseignes aussi qui commencent à s'installer, Carrefour. Voilà. Casino. Donc c'est peut-être le début pour nous. Monsieur Kami, la grande distribution au Sénégal, est-ce qu'on peut parler de grande distribution comparée aux autres pays? Oui, je crois que j'ai bien aimé le fait que Simon a expliqué la genèse et qu'il a expliqué deux facteurs clés. C'est la grande production et la grande consommation. Donc forcément, il y a une grande distribution. La grande distribution existe au Sénégal depuis hyper longtemps. Ça, je crois que Simon l'a expliqué tout à l'heure. Depuis au temps de la colonisation les comptoirs commerciaux. Ensuite, il y a eu tous ces réseaux des grossistes. Ensuite, il y a eu des embryons de développement du commerce moderne avec le ranch Filfili, avec Score, qui s'appelait d'ailleurs avant Sampriba. Voilà. Après, c'est devenu Score. Voilà, non, ça date de très très longtemps. Voilà, c'est ça, voilà, très bien, au gré des achats. Notamment, aujourd'hui, il est acheté par un autre groupe et dans le groupe Casino, même que Utile aussi. Voilà. Donc, il y a eu, c'est vrai, ce développement un peu embryonnaire, notamment de la distribution moderne, avec ce groupe qui a quasiment été leader. C'est vrai que tous qui sont venus entre-temps sont repartis. C'est le cas de Leader Price qui était venu, mais qui est reparti. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, la grande distribution est en train de connaître des bouleversements importants. Et dans ces bouleversements importants, effectivement, il y a l'avènement des grands distributeurs, enfin des majors françaises, qui viennent vraiment s'installer au Sénégal. C'est le cas notamment de Auchan, c'est le cas de Carrefour. Carrefour étant le leader européen, hein, donc ça il faut bien le comprendre. Je crois que c'était avant le numéro 2 mondial derrière Walmart, pour vous dire que ce n'est pas un petit groupe. Hein, même si aujourd'hui les changements de paradigme ont fait que Amazon est complètement le champion. Mais on pourra en discuter tout à l'heure. Voilà, bien. Donc la grande distribution en tant que telle, oui, elle a toujours existé au Sénégal. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'elle est en pleine reconfiguration. Et c'est vrai que l'accouchement est très difficile. L'avènement de Auchan qui a créé beaucoup de discussions, les commerçants ont eu beaucoup peur, les petits commerces se sont plaints, etc. C'est un accouchement au Sénégal. Ça a été le cas dans tous les grands pays développés, avec cette histoire de protection des commerces de proximité, du commerce de détail, etc. et tout. Mais je crois qu'on le vivra comme les autres l'ont vécu. Maintenant, ça dépendra de nous. Comment est-ce que, en tout cas, les investisseurs locaux, les distributeurs locaux, les acteurs locaux qui veulent s'investir dans la distribution, comment est-ce qu'ils voudront aborder notamment ce changement de paradigme, parce qu'il y a un risque énorme. S'ils échouent, très sérieusement, l'ensemble des enseignes seront des enseignes internationales et nous serons obligés de suivre. Voilà. S'ils échouent, l'ensemble des enseignes seront des enseignes internationales. Est-ce qu'il y a chance que ces enseignes-là puissent affronter et gagner
les multinationales, je prends le cas de Carrefour dont tu as parlé, 12 300 magasins dans le monde, 30 pays. Est-ce que les enseignes locales ont des chances, ont des possibilités, peuvent affronter les multinationales, Monsieur Khan? On vous laisse continuer. Oui, c'est comme je l'avais dit, du point de vue concurrentiel, l'enjeu ne se pose pas par rapport à la taille ou à la réputation du nouvel entrant sur le marché. Ça, il faut très très bien qu'on le comprenne en termes d'enjeux stratégiques. C'est vraiment à ce niveau-là que je parle. Voilà. Et pour donner des exemples très simples, quand vous prenez BNP Paribas, c'est le leader européen de la banque. C'est l'une des plus grandes banques du monde. Et je me demande, est-ce qu'elle est dans les 5 premières banques du Sénégal? Et pourtant, c'est un leader mondial. Quand vous prenez la Société Générale, même chose. Il y a des contraintes locales auxquelles il faut s'adapter. Donc, les facteurs clés de compétitivité, elles peuvent être mesurées au niveau mondial pour voir notamment les enjeux du développement international des marques. Mais dans chaque marché, il y a des facteurs clés de compétitivité qui sont liés au marché lui-même. Sans compter que les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Un distributeur local veut se développer sur le marché local, développer son business, faire du bénéfice, étendre ses positions. Alors qu'une multinationale va chercher soit une position tactique pour dire là, il faudrait que j'y sois, même si je ne gagne pas beaucoup pour des raisons tactiques, ou bien elle va se dire je vais essayer de gagner au moins une partie d'un marché qui est en phase de croissance. Mais généralement, les enjeux sont rapidement en tout cas mis de côté quand la croissance attendue ne suit pas. Et je peux donner beaucoup d'exemples. Je peux donner l'exemple par exemple de Colgate. Colgate, qui est une multinationale, qui est le premier ou deuxième du marché sur son segment d'activité, qui est venu au Sénégal et qui n'a pas pu résister à nos grossistes. Et Colgate est parti. Dire que Colgate, c'est le numéro 2 ou le numéro 1 mondial. Je crois que c'est le numéro 2 derrière Procter & Gamble. Voilà. Nestlé aussi. Voilà. C'est le cas de Nestlé notamment, d'accord. C'est le cas de Shell, dont seule l'enseigne reste, mais Shell a déjà vendu son activité parce qu'elle pensait que l'apport est particulièrement marginal. Il faut comprendre que le PIB du Sénégal, c'est environ 10 milliards d'euros ou 15 milliards d'euros. C'est pas grand-chose. Voilà. C'est comme je le dis souvent, une petite commande d'avion de l'Inde, par exemple, qui est de 150 milliards d'euros, c'est 10 fois le PIB du Sénégal. Voilà. Donc, quand vous prenez une entreprise qui est, pour laquelle le Sénégal représente 0,000x% du chiffre d'affaires, quand ils voient que l'intensité concurrentielle est telle qu'ils n'arrivent plus rien à gagner, généralement, ils préfèrent partir, à moins que la position sur le marché soit une position tactique. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. On pourra revenir plus longtemps sur ça. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Mais je voudrais souligner le fait que, effectivement, et je crois que c'est le challenge qu'il faut réaliser, et les investisseurs locaux ont toute la chance de réussir, de pouvoir battre les multinationales qui viennent sur le marché. Il s'agit juste de regarder les facteurs clés de compétitivité, de pouvoir s'armer des ressources nécessaires pour pouvoir notamment les battre sur notre marché. C'est extrêmement possible et c'est faisable. Il y a eu beaucoup d'exemples dans le passé et je crois qu'il y en aura encore beaucoup dans le futur. C'est extrêmement possible, comme dit M. Khan. M. Diouf? C'est pousser l'analyse de M. Khan. On note bien les stratèges qui parlent. Oui. Je retiens juste qu'il parle de facteurs clés de succès qu'il faut impérativement identifier. Il parle aussi de la disponibilité des ressources. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir, on peut se baser que sur ces aspects-là. C'est ça. Par exemple, dans le cadre de la distribution aujourd'hui, il faut vérifier maintenant quels sont les éléments sur lesquels on peut véritablement se différencier positivement, ce qu'on peut faire, donc de mieux que le concurrent étranger qui est installé et qui a peut-être aussi donc des capacités financières certes énormes, mais en termes aussi de maîtrise du marché, parce qu'il s'agit quand même d'un marché qu'il faudra tenir sur une dimension aussi culturelle différente. Alors, c'est là-dessus qu'il faudra maintenant faire l'analyse, tenir compte maintenant des réalités sénégalaises que nous maîtrisons peut-être mieux que en fait, que nous supposons très souvent maîtriser mieux que les étrangers qui viennent s'installer. Malheureusement, c'est qu'il faut carrément les choses, c'est qu'au Sénégal, par rapport à beaucoup d'activités, les gens veulent entreprendre sans prendre en compte la dimension marché. Il faut une bonne maîtrise de ce marché-là.
Il ne s'agit pas de dire que j'ai suffisamment de moyens pour réussir. Ça ne suffit pas, les moyens ne suffisent pas. Mais c'est l'identification du besoin du marché, l'identification des comportements d'achat du consommateur sur le marché où on s'investit qui permettront, donc ces éléments permettront naturellement à toute structure qui voudrait maintenant investir ce secteur d'activité de s'en sortir avec brio. Alors, le déroulement, avant que ces groupes deviennent de grands groupes, ils ont débuté petits. Mais c'est parce qu'également, ils ont eu une évolution, une croissance. Leclerc a commencé dans une petite de 16 mètres carrés. Justement. Darty, c'était quoi? Darty, c'était un employé. Mais très rapidement, Darty a créé donc son enseigne et également a créé un positionnement spécifique qui est centré sur le service. Et il a fait sa différence donc sur ce service-là, en termes maintenant donc d'axe de positionnement. Alors ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes toujours dans une dimension à la limite nucléaire de la distribution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint des dimensions critiques. Et aujourd'hui, là où on parle de commerce intégré, donc dans l'approche générale de la grande distribution, ce qui est le plus visible, c'est le commerce intégré, où la fonction de gros et de détail sont assumées par une seule entité. Alors que chez nous, nous avons une approche du commerce indépendant isolé. Alors, faudrait-il maintenant faire comme des autres ou s'adapter en fonction de nos réalités? Mais ailleurs, quand le commerce intégré est arrivé, pour phagocyter le commerce indépendant isolé, un commerce indépendant associé donc a été créé. Alors peut-être qu'en réunissant nos efforts, nos forces, nos moyens, nos approches, on peut trouver maintenant donc la clé pour faire face maintenant donc à cette forme de concurrence qui est très pénible, très difficile à faire face, mais qui n'est pas impossible. Il faut juste s'armer de tous les éléments clés qu'il faut maîtriser et s'armer des ressources nécessaires, d'une bonne organisation et avoir véritablement donc une bonne maîtrise de son marché pour pouvoir véritablement donc sortir de cette concurrence qui ne va pas lâcher. Alors, et comme il l'a dit, il faut vérifier. Ce qui motive très souvent, ce n'est pas seulement venir faire du profit. C'est très souvent maintenant parce qu'on parle de mondialisation. Il n'y a pas aujourd'hui un pays fermé. Moi, j'entends beaucoup parler de France dégagée et autres. Mais même si la France dégagée, d'autres rentreront naturellement. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour maintenant donc prendre conscience que nous aussi, nous avons non pas seulement à investir le secteur d'activité tel que la grande distribution, mais ne pas se limiter seulement à un marché, comme il vient de le dire. Quand on analyse le PIB, c'est très petit, mais ça fait aussi peut-être pour certains, si on maîtrise bien les choses, une petite niche dans cette particularité de la distribution. Voilà. Très bien. M. Kane, parlons maintenant carrément de stratégie. Quelles sont les stratégies que les multinationales, les enseignes locales peuvent déployer afin de détrôner ces multinationales-là? Super. On a vu que la Chine l'a presque réussi. Si les Américains proposent Google, la Chine propose son Baidu. Si les Américains proposent son Amazon, la Chine propose Alibaba. Aujourd'hui, en face de Apple, la Chine met Xiaomi. Donc ils l'ont réussi. Est-ce qu'on peut le réussir? Et pour le réussir, comment devons-nous le faire? Ok. C'est toujours ce que je dis. Dans la démarche méthodologique de notre métier, c'est le problème souvent qu'on a avec les entreprises et les gens qui veulent être coachés, c'est trouver la solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Une de mes anciennes étudiantes à l'IAM, j'espère qu'elle me suit, elle faisait finance, elle suivait souvent mes cours de marketing. Je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas faire marketing et tu vas en finance? Elle me dit, parce que en marketing, le problème qui se pose, c'est que il n'y a jamais de solution type par rapport à un problème donné. Vous êtes obligé vous-même de découvrir le problème et vous êtes obligé vous-même d'identifier la solution. Alors, ce qui se passe, c'est une analyse au cas par cas. Il faut très très bien comprendre ça. Donc, avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire, regardons d'abord quel est l'enjeu. Simon tout à l'heure a parlé des facteurs marché, de la compréhension de la demande. Le point que je voudrais d'abord souligner, c'est l'aspect qu'en marketing, tout part du marché. C'est très important. Et malheureusement, comme le disait Jacques Landrevie d'ailleurs dans son livre Le Mercator, il disait que si on doit accuser
les producteurs de myopie marketing, on peut accuser les distributeurs de presbytie marketing. C'est-à-dire qu'ils sont tellement proches de leurs clients qu'ils ne les connaissent pas. Et ils ne font pas beaucoup d'efforts pour connaître leurs clients. Et ça, c'est un gros problème. Ce qui fait que les entreprises de distribution ne font jamais d'efforts réellement pour connaître leurs clients. Et ça, c'est un point sur lequel les médias français sont en train de gagner énormément. Je crois qu'Auchan, Carrefour, etc., surtout Auchan qui est en train de se déployer, a fait une étude énorme du marché. Ça, il faut vraiment le comprendre. Je vais vous donner juste quelques éléments clés pour conforter Simon dans ce qu'il disait, la connaissance des comportements du client. Quand vous prenez le groupe Damag qui fait la marque Casino, avant Casino, il y avait Score. En un certain moment, c'est-à-dire à la fin des années 90, début 2000, Casino était confronté à l'entrée de Leader Price sur le marché sénégalais. Et Leader Price était associé à notamment, je crois, des compagnies de distribution de pétrole. Et c'était vraiment une menace pour eux. Et pour garder leur position de leader, ils se sont dit, nous allons préempter certains quartiers justement. Parce que comme vous l'aviez dit, ils s'étaient arrêtés au SICAP, en ciblant les classes, cadres moyens, cadres sup. Et ils ont commencé à se dire, en réalité, puisqu'il y a l'ouverture des médias, puisqu'il y a une internationalisation, les classes moyennes éduquées peuvent être des gens assez intéressants. Et ils sont allés choisir un site notamment au niveau de, j'oublie toujours le nom du quartier, c'est après le rond-point Casby, là, le quartier là, je ne sais pas comment il s'appelle. Au Parcelles de la Céline, non? Oui, c'est près du lycée du Parcelles là. Sadja? Non, voilà, c'était Fadia, très bien. Fadia, ouais. Donc ils sont allés à Fadia, où ils ont ouvert un très grand magasin, un très grand supermarché, avec vraiment des prix très bas, c'était très bien fait, etc. Et quand ils l'ont ouvert, ils ont fait tout en tintamarre et tout, et après ça n'a pas marché. Alors, question, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que Damag n'a pas essayé de faire un travail de fond sur la clientèle, parce qu'ils sont juste partis de ce qu'on appelle les données macro. Ce que font beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire regarder le PIB, revenu moyen, dépenses moyennes, alors qu'en marketing, si vous voulez investir, il faut aller sur les données micro. C'est fondamentalement important. Et voir aussi bien le quantitatif, mais surtout le qualitatif, parce que le qualitatif qui induit le quantitatif. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient là-bas, c'était quoi? C'était les personnes du moins qui venaient faire les achats, c'était qui? C'était des femmes au foyer qui généralement n'avaient pas fait l'école. Donc résultat, ce sont des personnes qui, quand elles vont dans le supermarché, ne savent pas lire. Pour un magasin pour lequel les prix sont prédéterminés et affichés. Ça, c'est un problème. C'est des personnes qui, le matin, tout le monde leur disait au revoir. L'un partait au bureau, l'autre partait les autres partaient à l'école. Donc c'est une personne qui ne rencontre personne, qui parle avec personne. Vous lui proposez d'entrer dans un magasin très froid où il n'y a même pas quelqu'un pour vous dire bonjour. Ok? Donc je vous expliquer comme ça. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui habitaient dans ces zones ont commencé à préférer payer 50 francs le car rapide pour aller au marché Elisabeth Diouf et aller acheter là-bas les produits 10, 20, 30% plus cher. Mais l'avantage est qu'on trouvait le vendeur de viande pour discuter. Voilà. On trouvait le vendeur de légumes pour parler de la série télévisée, du novelas d'hier, etc. Et ça a donné un sens à leur vie. Ces facteurs marketing-là ont été complètement oubliés par les distributeurs. Et ça, aujourd'hui, je crois que les nouveaux entrants l'ont très bien compris. C'est fondamentalement important. D'accord? L'autre aspect, c'est que pendant longtemps, les distributeurs sont restés, en tout cas sénégalais, sont restés sur une dimension plutôt théorique de leur activité. C'est-à-dire, souvent, on le dit comme ça en disant, par exemple, magasin en libre service. Mais magasin en libre service, ça n'existe pas. Il y a juste des points de vente avec des méthodes de vente. Les méthodes de vente ne sont pas liées au type de magasin. On ne peut pas dire, parce que j'ai un supermarché, je fais uniquement du libre service. Non, les méthodes de vente sont juste... La méthode de vente, son objectif, c'est de faciliter la rencontre entre l'acheteur et le produit. Et donc, la question qu'on se pose quand on a un point de vente, c'est quelles sont les méthodes de vente les plus adaptées par rapport à ma zone de chalandise. Il ne faut jamais l'oublier, un point de vente, c'est sa zone de chalandise. Quand vous mettez du libre service, alors qu'à côté, vous avez une concurrence de commerçants indépendants qui font du conseil, qui écoutent, et vous ne faites rien pour faire de la présélection et conseiller vos clients, forcément vos clients ne viendront pas. Et quand un client achète, le client ne se pose pas, ne vient pas dans un point de vente pour se dire je vais acheter ça ici, ensuite je vais dans un autre point de vente pour acheter. Non, il a envie de globaliser son achat dans un même et unique point de vente. Et ça, c'est des aspects marketing complètement oubliés. J'en profite pour redire encore aux entreprises du Sénégal, aux entrepreneurs, que l'étude de marché, ce n'est pas un jeu.
Ce n'est pas un truc qu'on fait pour avoir un financement ou bien pour s'établir ou pour se donner bonne conscience. Voilà. Souvent, les gens, même quand ils veulent faire des études de marché, ils ont des budgets très petits et généralement, ils vous disent on veut le faire sous 30 jours. Non. Il faut très bien comprendre qu'une étude de marché, ça demande énormément de choses. Ça demande une compréhension parfaite et l'ensemble des stratégies, pas seulement marketing. Parce que n'oubliez pas que même la production est tributaire du marketing. Quel produit fabriquer, quelle quantité faire, avec quel emballage, etc. C'est tributaire de ce que la clientèle attend. Du point de vue de la stratégie financière, le prix de vente dépendra d'analyse sur la zone d'acceptabilité du prix, sur la stratégie de choix du prix, est-ce qu'on va faire un prix psychologique, est-ce qu'on va faire un prix de marge, etc. Donc le marketing gère en réalité l'ensemble des facteurs de production de l'entreprise. Donc je vous invite à en tout cas donner une importance capitale à l'étude du marché qui n'est pas un jeu mais qui est quelque chose qui va être déterminant soit pour votre succès, soit pour votre échec. Je viens de donner l'exemple d'un échec patent d'un très grand groupe. Voilà. Monsieur, mais c'est vrai que M. Khan, quand il démarre, hein, il est profond, mais il dit véritablement les choses. Et j'ai bien apprécié que l'aspect étude qu'on avait déjà évoqué reste quand même un point très très déterminant. Et c'est ça d'ailleurs qui milite en faveur de la bonne démarche marketing qui fait du marketing, je veux dire, une véritable discipline sérieuse, pragmatique et au service véritablement du succès de n'importe quelle entreprise. Première phase, il faut connaître. Deuxième phase, on s'adapte pour agir. Maintenant, on ne peut pas véritablement donc chambouler les choses. Impossible. Donc ça ne peut que donner maintenant donc ces échecs qu'il a déjà notés. Encore une fois de plus, je le dis bien, on peut bien réussir l'étape du fait que, comment dirais-je, l'étape de faire de sorte que notre commerce traditionnel que nous connaissons puisse réussir face à la situation donc de la grande distribution avec ses enseignes en hyper supermarché. Comment? Parce qu'également le positionnement est déterminant. Moi j'ai vu qu'il y a quand même une transformation assez importante sur maintenant donc les stratégies qui sont déployées en termes de marketing d'entrée, marketing de transformation et marketing de fidélisation. Donc quand on évoque véritablement les stratégies à mettre en exergue, il faudra les axer sur ces trois éléments. Alors le marketing d'entrée, c'est ce qui fait venir. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des efforts, même si c'est des efforts insuffisants, qui sont quand même entrepris dans ce sens. On ne voyait pas trop la vitrine, on ne voyait pas trop donc tous ces outils utilisés en interne pour attirer, véritablement pour achalander, pour séduire. Aujourd'hui également, quand on entre, il y a un dispositif qui est là pour véritablement donc transformer la présence en achat réel et très souvent, comme on l'a dit, on est une société fortement relationnelle, ouverte à la discussion. Et c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, on peut être véritablement donc une enseigne étrangère si on ne prend pas en compte l'aspect de la relation qui doit exister entre l'unité commerciale et donc l'acheteur. Dans le cadre même, dans le chrono, vous trouvez des responsables qui sont là à votre service. C'est vrai, c'est un libre service, mais derrière également, donc, il y a de l'assistance du conseil. Nous avons besoin de ça. Et c'est pourquoi je dis, pour réussir, il faudra maîtriser aussi, après les études, quels sont les dispositifs à prendre en termes de marketing d'entrée, de marketing de transformation et de marketing de fidélisation. Voilà. Oui. Voilà. J'ai remarqué qu'il y a une enseigne qui se démarque, EDK, pour la citer. EDK a et du poulet et du carburant. Est-ce que EDK a un bon marketing d'entrée, monsieur Diouf? Alors, c'est vrai qu'il faudra toujours peut-être aussi prendre des positions avec des pincettes. C'est vrai que EDK, même si elle réussit dans son cadre attractif, ses couleurs et tout, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, le nombre de points de vente d'EDK ne permettent pas très souvent donc de pouvoir aujourd'hui donc dire qu'ils sont dans cette dynamique-là. Parce que aussi, vous savez, la répétition des achats donne une forme d'habitude chez le consommateur qui fait qu'au niveau de la fidélité, il y a une fidélité comportementale. Les gens croient que la fidélité, c'est un achat répété seulement. Non, non, non. La fidélité, la meilleure, c'est avoir un niveau de fidélité donc comportementale où l'individu, quand vous lui dites, vous lui parlez de l'enseigne, c'est une adhésion directe. Et aujourd'hui, je dis que EDK réalise quand même de jolis cadres. Aussi, il y a quand même
mais quand même, je trouve que EDECA est un peu, j'allais dire, confiné dans certains entraînements. Peut-être que ça pourra se faire. Et que je n'ai pas trop visité et je ne sais pas quelles sont les différentes politiques de prix à l'intérieur et tout. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, quand vous demandez, même ceux qui n'avaient pas l'habitude d'aller vers ce nouveau type d'unité commerciale, ils vous parlent tout de suite d'Auchan comme un grand champion. Et ça, il faut quand même que nos enseignes locales puissent aussi arriver à avoir ce réflexe-là. M. Kane, il a parlé d'un problème de positionnement. Est-ce que EDECA n'est pas trop positionné vente de carburant? Est-ce que ce n'est pas Déjà, je l'avais déjà critiqué en son temps, il y a 2 ou 3 ans peut-être, en classe. J'avais critiqué le fait qu'il y avait une illisibilité de la stratégie de EDECA. Pour une raison très simple, ce n'est pas une critique. Je suis très fier de EDECA, je ne vous le cache pas, c'est une très grande entreprise. Le problème que nous avons, comme je vous l'ai dit, on sous-estime 2 choses importantes. L'étude du marché et la définition claire d'une stratégie. Vous savez, Elton a réussi ce que Total n'a pas fait au Sénégal, mais qui est la stratégie de Total. La stratégie de service global de Elton n'est rien d'autre qu'une réalisation de la stratégie de ce qu'on a appelé la stratégie de l'enfer, qui a été définie par Total. Total avait déjà ce qu'on appelait la stratégie de l'enfer et qui l'avait amené à changer sa signature publicitaire en disant « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard ». Parce qu'avant, vous veniez par hasard. Malheureusement, la stratégie n'a pas été implémentée au Sénégal. Elton a été créé par d'anciens chez Total. Donc ils connaissent, ils ont mis en place. Pour concurrencer Elton, il n'y a pas que EDECA, tous les autres se sont dit faisons du service global. Et après je me suis dit, c'est quoi la relation entre par exemple une boulangerie et notamment par exemple une station d'essence? C'est quoi une pizzeria, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place des services de base annexes, mais juste des services différenciateurs. Mais enfin bon, en certain moment tu changes de métier en restant dans le même giron. Et ça crée un problème de lisibilité. Même le fait de développer un réseau qu'on appelle EDECA, alors qu'on est déjà dans un réseau de stations d'essence EDECA, non seulement c'est pas pertinent, mais l'autre problème, c'est que si un problème, si notamment demain on ne le souhaite pas, il y a une difficulté qui est liée à une station d'essence EDECA, ça va forcément déteindre sur le reste. Il faut vraiment travailler les stratégies d'enseignement. Ça, c'est extrêmement important. Mais je voudrais revenir sur un autre aspect. Sur toujours cette histoire de facteurs de compétitivité sur le marché. Quand vous prenez le cas de l'étude de marché nécessaire, quand Auchan est venu, on parlera tout à l'heure des facteurs qui vont faire que ça va être compliqué, parce que je crois que vous en avez parlé déjà tout à l'heure. Quand Auchan est venu, avant de venir, ils ont pris le temps. Auchan, par exemple, ils ont compris au Sénégal cette histoire de patriotisme, en tout cas du fait que nous devons rendre notre économie à nos compatriotes. Ils l'ont très bien compris. Ils ont vu que Total a vécu ça avant eux. C'est qu'on est un peu amnésique. N'oubliez pas qu'il y a 3 ans, je crois, Total était confronté à ce problème. Quand on disait que Total a tout, Total gagne tout, Total ne donne rien, toutes les stations appartiennent à Total. Je crois que c'était quand on parlait de l'octroi à Total de stations sur l'autoroute. Et ça avait créé un problème énorme. Et Total avait fait un coût marketing. En fait, il avait fait un coût financier qui ressemblait à un coût financier, mais qui était un coût marketing. Total qui a 70 milliards de... Total Sénégal, qui avait un capital de 70 milliards, s'est réveillé pour dire « Ok, on ouvre le capital aux Sénégalais, on ouvre 4 milliards aux Sénégalais. Tout le monde a dit désormais « C'est pas grave, n'en parlons pas, les Sénégalais sont dedans. » Je crois que les actions ont été vendues en moins de 2 heures. Non, en moins de 10 minutes, notamment, les gens ont acheté les 4 milliards. Ensuite, ça s'est tué. Alors que 4 milliards sur 70 milliards, vous n'avez aucune décision à prendre. Voilà. Mais ils ont réglé ce problème de perception. C'est comme quand la Sonatel avait ces mêmes problèmes de redistribution de ses bénéfices, parce que quand elle est allée en bourse, il fallait donner les vrais chiffres. Ça a scandalisé beaucoup de gens. La Sonatel a dit, ok, investissons dans la lutte. Ils ont fait des clafs, 1, 2, 3, 4, 5 clafs. Après, le problème était réglé, ils sont partis. C'est des histoires d'image. Donc, rapidement, Auchan a compris ça. Et Auchan a commencé à dire, ok, tout le personnel sénégalais, vous ne connaissez pas un personnel d'Auchan qui soit un Français. Il n'y a que des Noirs qui sont au front, des Sénégalais bon teint, ils font du recrutement local, mais surtout, ils prennent des produits locaux pour justement casser cette perception d'entreprise qui vient, etc. On pourra discuter tout à l'heure justement du reste des éléments de stratégie de Auchan, par exemple, et des autres, parce qu'il n'y a pas que Auchan, parce qu'eux tous, ils sont sur des stratégies de basse gamme. Même si en réalité, ils ont été très intelligents
en mettant en avant des enseignes de moyenne gamme, des enseignes à forte notoriété, forte image, mais dans la réalité de leur stratégie, ils sont des stratégies de basse gamme, sont des stratégies de hard discount. Quand vous allez chez Auchan, 60 à 70% des produits globalement sont des marques de distributeurs. Ça, c'est la stratégie des hard discounters dans l'espace francophone, même si les marques de distributeurs ont une très grande valeur en Angleterre, par exemple. Mais ça, c'est le contexte anglais. Mais dans le contexte français, les marques de distributeurs sont plus de la catégorie moyenne, basse, notamment. Ça, c'est absolument ça le cas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que EDK et les autres, s'ils veulent faire face à ces nouveaux, je crois qu'il faudrait d'abord qu'ils entrent dans leur entre-là et qu'ils commencent à se regarder dans les miroirs, à faire un vrai diagnostic. EDK n'a pas été le premier. Avant EDK, il y avait Pridou. Le groupe CCBM, qui avait en son temps une filiale qui s'appelait SBMA, donc qui était la filiale alimentaire, avait développé un réseau de points de vente qui s'appelait Pridou, qui était un des points de vente de proximité, très proche de la clientèle, voilà, très présente et qui marchait. À un certain moment, ça n'a plus marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Je crois qu'il faut interroger ça et ne pas faire les mêmes erreurs. Et un des éléments d'erreur là-dessus, au-delà des stratégies de prix qui étaient un problème, au-delà de l'aspect de l'assortiment aussi, c'était essentiellement de l'assortiment, voilà, au-delà de l'assortiment, au-delà de la formalisation de la gestion aussi, ça c'est un aspect très important. Des aspects voilà, d'approvisionnement. oui, le problème même de la clarté de la relation entre le fournisseur et le distributeur, parce que ce n'était pas des franchises, où il y avait des franchises, ce n'était pas vraiment très clair, mais il y avait un problème très important, c'était des petits magasins avec un assortiment très petit qui ne correspondait pas exactement aux besoins de la zone de chalandise. Et ça devenait quasiment des sortes de boutiques de proximité. Voilà. Donc ça, il faut très bien comprendre. Et les boutiques de proximité, eux aussi, ont évolué maintenant en supérette dans les quartiers. Voilà. Et ils ont pu tuer notamment rapidement ces choses-là. Donc ça, il faut le voir. Maintenant, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il faut se dire quels sont les facteurs clés de compétitivité. Et les facteurs clés de compétitivité qu'on peut identifier a priori, parce qu'on est dans une disposition vive, c'est l'enjeu de la couverture. Parce que la distribution n'a qu'un seul objectif, c'est couvrir la clientèle, c'est-à-dire être là où le client est censé acheter le produit. Ça, c'est très important. Le pay the place, son objectif, c'est de garantir l'accessibilité au produit pour que l'échange puisse se faire. Parce que tout ce qu'on fait, la finalité, c'est que le client donne son argent, on lui donne le produit. Donc, c'est créer des points de contact. Donc, plus vous avez de points de contact, plus vous êtes proche de la clientèle, plus vous avez de leadership. Ça, c'est extrêmement important. Et au point où nous en sommes, je crois que EDK n'a peut-être même pas 10 points de vente, en cas 10 supermarchés, même s'ils ont beaucoup de petits, voilà, c'est ça. Auchan aujourd'hui est à 31 points de vente. Voilà, je crois que donc, il n'y a pas match, quoi, comme on dit, voilà. Maintenant, l'autre aspect, il y a la couverture, il y a les emplacements, qui sont des aspects très importants. Auchan aujourd'hui s'est battu pour avoir des emplacements absolument énormes. Ça, c'est un facteur très important. Un troisième facteur important ou un deuxième facteur important, parce que la couverture et l'emplacement, c'est lié. Le deuxième facteur qui est très important, c'est le facteur approvisionnement, qui est très important. Aujourd'hui, Auchan peut se baser sur un approvisionnement de qualité à partir notamment de ses fournisseurs traditionnels classiques. Parce qu'ils peuvent importer. En important, ils n'ont pas des coûts importants, ils ont des coûts très faibles parce que justement la France et le Sénégal sont liés par les accords d'APE, qui sont des accords qui donnent des avantages énormes aux entreprises européennes qui en réalité ont un système fiscal extrêmement faible et ils ont un avantage très concurrentiel par rapport à ceux qui vendent ou qui fabriquent au niveau local. Ça, c'est important. Deuxième élément, ils ont éventuellement, j'en suis pas sûr aussi, mais je crois qu'ils ont des défiscalisations qui sont liées à l'investissement, au code de l'investissement, qui sont autant d'avantages qu'ils ont, notamment, et qui vont diminuer les coûts d'approvisionnement. Maintenant, l'autre aspect, et n'oubliez pas qu'eux, ils ont un maillage de fournisseurs à l'étranger. Et quand ils sont au niveau local, ils sont battus très rapidement pour trouver des fournisseurs locaux. Et Auchan a fait ce que les autres n'ont pas fait. Ça allait trouver ce qu'on appelle les MPE, les micro et petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 5 et 15 millions, ils sont allés les voir pour leur dire venez, on vous distribue. En leur donnant des conditions de paiement largement meilleures que celles que font Casino ou celles que faisait notamment Citydia. Donc sous ce deuxième point-là, c'est un aspect important. Troisième élément, c'est la capacité financière.
là j'ai un peu envie de développer, on comprend ça très très bien. Voilà. Et il y a un quatrième élément, un cinquième élément qui va être déterminant, c'est notamment le fait que Auchan est déjà confronté aux nouveautés dans le secteur de la distribution. Aujourd'hui, Auchan fait du drive, notamment, ils font des achats à travers l'Internet, ils font des, etc. Ils ont une très grande expérience aujourd'hui de toute la nouveauté dans le secteur de la distribution. Et enfin, pas le confinement, mais le couvre-feu a montré que les Sénégalais étaient de plus en plus demandeurs justement de ce type de service. Et la question aujourd'hui c'est, est-ce que les distributeurs locaux ont non seulement les moyens logistiques, mais le système logistique? Parce que la logistique, c'est moins une affaire de moyens que d'abord une affaire de système logistique pour pouvoir organiser la livraison, les ventes, etc. etc. Et Auchan est très en avance là-dessus. Voilà. Donc si on regarde bien, sur l'ensemble des facteurs de compétitivité... Quelles sont les chances des locaux? Non, justement, les chances des locaux, je vais laisser Diouf avancer sur ce point. Les chances des... Parce que le problème, comme je vous le dis, quand on veut aller à la guerre... Vous ne voulez pas parler de chance. Quelle est la note des locaux? Non, je vous explique juste. Aujourd'hui, pour noter, il faut avoir des données chiffrées et à jour. Je n'en ai pas. Donc ce serait trop ambitieux de ma part de dire voilà la note. Mais on peut facilement comparer le maillage de la zone géographique. Le nombre de points de vente de Auchan. Non, c'est-à-dire qu'en tant qu'expert, c'est pas comme ça que je travaille. Généralement, quand on détermine les facteurs clés de compétitivité, on travaille sur un scoring basé sur une note pondérée. Mais enfin, bon, excusez-moi pour ceux qui suivent. Voilà, donc ce qui se passe, ce qui est très simple, c'est que pour moi, c'est comme quelqu'un qui va faire un combat de lutte. C'est quand on me dit tu as un combat avec Laye Bamba Seck et que Laye Bamba Seck est 2 fois plus gros que moi, plus fort que moi, avec un palmarès largement meilleur, je ne vais pas regarder Laye Bamba, j'aurai toujours peur. Je vais me dire quels sont les facteurs de compétitivité à l'intérieur du ring qui feront que l'un ou l'autre pourra gagner et je vais me battre sur les facteurs clés de compétitivité. On pourra maintenant tout à l'heure revenir sur comment est-ce que les distributeurs, éventuellement en travaillant sur ces facteurs clés de compétitivité, pourront renverser notamment pourront en tout cas avoir leur place. On n'a pas parlé aussi, je voudrais aussi que Simon le prenne en charge. On n'a pas pris en charge aussi on n'a pas pris en charge aussi les autres, les Unacois et autres, les grossistes, qui à mon avis aussi n'ont pas encore vu le dernier. Donc je vous laisse développer là-dessus. Non, pour revenir sur les facteurs clés de succès. Oui, parce que c'est vrai que... S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je retiens bien que pour réussir dans la distribution, quel qu'en soit le type, il faut impérativement donc réussir son emplacement. Quelqu'un disait que le facteur clé, les facteurs clés de succès, c'est l'emplacement. Donc l'emplacement reste déterminant. L'emplacement n'est rien d'autre que la zone de chalandise, la cible. Et quand on parle de l'emplacement, il ne s'agit pas d'avoir une bonne zone où véritablement il y a seulement de l'accessibilité. Mais il faut également vérifier qu'est-ce que cette zone, cette aire géographique polarise comme demande. Et également analyser les concurrents qui sont dans cette zone de chalandise. Et essayer maintenant donc de vérifier donc les comportements, la taille de cette demande et aussi partir sur des analyses véritablement du chiffre d'affaires potentiel et tout. Ça, je suis d'accord avec lui sur cet aspect, la couverture. L'autre aspect, dont peut-être il a très peu développé, c'est le prix. Et j'ai bien apprécié quand il nous parle du positionnement de ces enseignes françaises qui sont chez nous avec les MDD. Il faut reconnaître que les marques de distributeurs sont de plusieurs natures. Il y a maintenant donc les marques premier prix, ce qu'on retrouve plus chez nous et qui sont très adaptées à certains niveaux de revenus de chez nous. Il y a également les marques d'enseigne qui sont presque plus ou moins des copies de ces marques nationales ou internationales. Il y a aussi l'autre aspect, des marques propres qui peuvent rivaliser. Alors, son analyse maintenant sur l'assortiment est très déterminante. C'est pourquoi, dans les facteurs clés de succès, je voulais juste entendre la dimension assortiment. Parce qu'il s'agit de satisfaire des besoins de consommateurs qui sont dans une zone donc, qui est polarisée par une unité commerciale. Il faudrait que tous ces produits disposés donc dans cette référence et dans cette zone, dans cette unité commerciale, puissent être en face. Et parlant d'Auchan, avec son rapport avec nos microproducteurs, bon, en fait nos petits producteurs, vous avez vu, jusqu'ici on ne s'imaginait pas voir donc du lalo, voir des pannes, voire également donc du diététique. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui,
on va maintenant donc priver aux bonnes dames d'aller chercher ces choses pour aller faire le Fukukandia. Elles n'ont plus besoin d'aller au marché du coin. Elles peuvent l'avoir avec véritablement donc des prix relativement aussi donc abordables. Je voulais maintenant donc citer comme facteur de clé cette dimension. Ça me renvoie aux optiques de gestion marketing, très largement. Parce qu'il y en a qui sont dans une optique produit, d'autres sont dans une optique production. Alors, le positionnement aujourd'hui passe par ce que nous appelons le postulat que les gens veulent des produits chez nous, disponibles, mais à bon prix. Tout à fait. Donc ça, il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un niveau de revenu, majoritairement, relativement élevé, qui nous permettent maintenant donc d'avoir des aspirations relatives sur les hauts de gamme. C'est ça également. C'est vous dire tout simplement que je ne sais pas comment Auchan a procédé, mais quand même, il a une longueur d'avance sur ses autres concurrents qui sont de chez nous, d'avoir plus ou moins dans l'approche maîtriser un peu plus le comportement du consommateur sénégalais. Donc le prix aussi est un élément déterminant. Parce qu'aujourd'hui, très souvent quand vous demandez, mais non, quand vous partez à Auchan, vous achetez certaines choses moins chères. Alors c'est vrai que c'est à relativiser, parce que le coût ne peut pas être lié seulement au coût numéraire, à la tarification prix. Mais c'est également le déplacement qu'il faut faire. S'il y a une distance, je préférerais prendre donc un magasin de proximité, une boutique du coin, parce que je n'aurai pas à payer un transport. Donc tout cela devrait être donc intégré dans ces facteurs de succès. C'est pourquoi je dis, pour autant, ça dépendra de ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent faire gros comme Auchan, où ils peuvent se suffire maintenant donc de ces petites positions de niche, mais juste qui peuvent être rentables en tenant compte de ces éléments que nous venons d'évoquer. Ils doivent être maîtrisés. Maîtriser son environnement, son marché, le connaître et pouvoir maintenant donc proposer une offre adaptée et faire du bénéfice. Mais pour atteindre maintenant ces grandes tailles critiques, comme on a donc avec les grandes enseignes que nous avons multinationales, il y a un vrai travail à faire. Et ce n'est pas demain que ça va très rapidement arriver. Autre chose, c'est sûr. Est-ce qu'ils peuvent y arriver de façon isolée? Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des capacités financières qui sont très déterminantes aussi pour mettre en place donc de grands projets de cette nature. Mais quand ils vont peut-être joindre leurs forces, je crois qu'ils pourront naturellement trouver véritablement donc l'opportunité de pouvoir faire une concurrence sérieuse avec ces multinationales. C'est bien possible. Le dispositif logistique en grande distribution est très déterminant. On vous dira que le prix d'un produit, pour la majeure partie des produits, 50% de son prix est relativement lié à la logistique. C'est pourquoi on parlait donc de l'approvisionnement. Et comme il a dit, aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'à temps réel, c'est sur des flux tendus. On parle de gestion partagée des approvisionnements. Alors, il faudra maintenant, derrière, c'est ce qu'on appelait les ressources tout à l'heure, disposer de ressources plurielles, que ce soit des ressources technologiques qui permettent à temps réel de pouvoir analyser. Aujourd'hui, vous savez que le produit voyage. Et à temps réel, on doit savoir, dans l'assortiment, pour réassortir, quels sont les produits qui sont sortis. Et comment maintenant donc organiser la commande? Les commandes maintenant donc assistées par ordinateur. Le système chaos. C'est pour dire tout simplement que les gens ont dépassé cette façon mécanique de gérer les choses, mais aller de façon maintenant plus intelligente. Faire la jonction entre le virtuel et le physique. On parle de CR. Même le trade est plus ou moins révolu. Parce que moins optimisé. Le trade, c'est entre toi, producteur, et moi, distributeur. Alors que le CR met au cœur du dispositif le consommateur. Donc voilà les stratégies. Est-ce qu'aujourd'hui, EDK, est-ce qu'aujourd'hui également nos grossistes et autres ont intégré dans leur philosophie de la distribution ces paramètres-là? Alors voilà ce qui pourra peut-être aujourd'hui les permettre d'arriver maintenant donc à optimiser ce dispositif. Arriver ce qu'on appelle en français, on parle de ECR, en français on te parlera maintenant donc de ROC. La réponse optimale donc au consommateur. Donc tout cela
Aujourd'hui, ce n'est plus se positionner seulement parce que je veux entreprendre dans ce domaine, mais c'est véritablement une intelligence dynamique, intégrée, et bien très solide qu'il faut pour réussir dans le domaine. Très bien, super. Ouais. Je rappelle aux internautes que nous sommes à Amoré Glacier et nous parlons de la distribution, de la grande distribution au Sénégal. Quelles sont les stratégies pour les enseignes et les producteurs locaux? Monsieur Kane, est-ce que les distributeurs locaux ont suffisamment de moyens? Est-ce que de façon isolée, ils peuvent arriver à détrôner les leaders comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, malheureusement, on n'a pas trop de temps pour ça. Je crois qu'on est en train de dire des choses très importantes. Il faut voir deux niveaux, le niveau stratégique et le niveau opérationnel. D'accord? Au niveau opérationnel, Simon en parlait tout à l'heure, il y a ces aspects liés au prix, à l'assortiment, tout ça, etc. Communication. Aux heures d'ouverture aussi. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. L'ambiance. Voilà. Mais pour moi, la question n'est pas une question opérationnelle. C'est une question stratégique. Il faut qu'on se pose les bonnes questions au Sénégal. C'est-à-dire que quand on regarde la distribution, c'est l'apanage du secteur informel. Il faut que, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas aller très loin. Le commerce moderne a été fait par certains qui sont développés. Ceux qui n'ont pas trouvé leur intérêt sont partis rapidement. Et l'enjeu, en fait, c'est un enjeu qui concerne plutôt aujourd'hui. L'enjeu est vraiment lié au secteur aujourd'hui informel. Parce que c'est les grossistes, c'est eux qui tiennent le marché et c'est aussi l'essentiel de la distribution. Parce que quand on dit Auchan est leader, c'est Auchan est leader pour le commerce moderne. Mais pour le commerce classique, là, le circuit food, le commerce classique, là, notamment le commerce indépendant, reste encore le boss du système. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on perçoit qu'il y a une demande des consommateurs, toutes classes confondues, d'un commerce plus moderne. Je crois que c'est d'abord ça qu'il faut percevoir dans l'émergence du commerce moderne. C'est-à-dire que ça se développe parce que ça rencontre réellement une demande. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord? Maintenant, la question, c'est comment va-t-on faire? Je crois qu'il y a eu, l'année dernière, il y a une école une business school qui avait organisé une rencontre au Radisson entre des professionnels, au champ, il y avait les, comment vous appelez ça encore, les UDAQUA, tout ça, des professionnels, des professeurs, on en a discuté, etc. Je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui, au niveau des commerçants, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez qu'un seul choix aujourd'hui, c'est de vous moderniser. Il n'y a pas d'autre choix. Aujourd'hui, vous vous modernisez, vous restez dans le pipe, vous ne modernisez pas, on vous tue. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. La question maintenant, c'est comment va-t-on faire pour moderniser? En tenant compte d'abord d'un obstacle énorme au Sénégal, c'est notamment l'égoïsme entrepreneurial. C'est un gros problème. Serigne Mboup a essayé de son côté avec CCBM. Comme Ablaye Dia aussi de Sénico, qui est quelqu'un d'excellent aussi, a essayé de son côté. Je veux dire, chacun a essayé de son côté. Ils n'ont jamais pensé à se mettre en commun. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de champ, c'est un groupe qui a des dizaines d'enseignes. Quand on parle de Carrefour, c'est un groupe qui a des dizaines d'enseignes. Comment vous pouvez, vous, avec moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, je crois qu'ils n'ont même pas ça, concurrencer avec quelqu'un qui a des centaines de milliards d'euros? C'est impossible, c'est impensable. Voilà. Donc pour moi, l'idée c'est de se dire, il faut d'abord qu'on ait de vrais entrepreneurs qui comprennent l'enjeu, qui n'entrent pas dans le business uniquement pour se faire de l'argent. Parce que ça, c'est la courte vue, malheureusement, de nos commerçants. On ne peut pas leur reprocher aussi. C'est des gens du secteur informel et dont l'objectif, c'est de se dire comment je peux avoir tout de suite du bénéfice. Alors que l'idée, quand on veut vraiment aller dans le grand entrepreneuriat, c'est de se dire, vous pouvez me servir, madame, c'est de se dire, comment est-ce que je peux entrer dans un marché, m'y positionner de manière durable, m'agrandir et sortir du Sénégal pour aller dans d'autres pays. Je crois que ça, c'est les éléments clés sur la réflexion notamment qui doivent être menés. Et je crois que c'est là que ça va se faire. Maintenant, quand vous prenez le cas de l'UNAQUA, ils sont dans des associations, comme vous dites, le commerce associé, ça ne sert pas à grand-chose. Créer une association, se battre pour des quotas d'importation, après donner, etc. On perd par-ci, on gagne par-là. Ensuite,
l'autre grand problème, c'est que c'est des gens qui ne savent même pas correctement évaluer leurs bénéfices, qui après reprennent l'argent qu'ils vont investir dans le social, etc., sans qu'il y ait de visibilité. Tous ces grossistes vous diront, oui, dans notre quartier ou dans mon village, j'ai mis des routes, etc. C'est pas pertinent, ça. C'est du social personnel, on se valorise personnellement. C'est toujours dans le cadre d'un égoïsme entrepreneurial qui est un frein énorme à l'économie sénégalaise. Il est important aujourd'hui que les médias se mettent ensemble, comme les médias en Europe ou ailleurs ont pu le faire. Quand vous prenez Serigne Mboup, vous prenez Ablaye Dia, vous prenez Cheikh Amar, etc., je crois que ces gens, à eux seuls, peuvent demain, je dis demain, mobiliser au moins un petit 5 ou 10 milliards d'euros. Ils peuvent le faire. Ils ont cette capacité. Pas parce qu'ils ont le liquide, mais leur puissance fait que devant n'importe quelle banque ou investisseur, ils peuvent mobiliser tout de suite un petit 10 milliards d'euros. Moi, je pense que c'est là que l'enjeu se pose. Deuxième élément, ça leur permettra d'aller faire du lobbying auprès de l'État du Sénégal. Parce que nous ne nous y trompons pas. Quand Auchan vient ou autre, comment on appelle ça encore? J'avais un ami quand je revenais de France qui travaillait à la Sonatel. Et quand je suis venu, je lui ai dit, mais vous, il faut vraiment qu'on vous brise et qu'il y ait des locaux. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? En sent vraiment, ça fait longtemps quand même. Il m'a dit, vous savez, tu sais mon cher ami, notre premier VRP c'est Jacques Chirac. En sent, Jacques Chirac était président de la France. Aujourd'hui, le VRP des entreprises françaises, ben, il s'appelle Emmanuel Macron. Le représentant d'Emmanuel Macron, c'est l'ambassadeur français qui tient au business des Français comme à la prunelle de ses yeux. Et on ne peut pas le lui reprocher. Mais le problème, c'est que si on est en ordre dispersé, nous ne pouvons pas aussi peser auprès des décide que telle culture ou telle, nous allons, etc. Un rôle extrêmement important dans ce cadre-là, sans compter les politiques de subvention, etc., pour lesquelles les Français bénéficient de subventions de leur État et de l'Europe, et pour lesquelles nous, on bénéficie quasiment pas de subventions. Donc, il faudrait que l'UNACOIS et l'ensemble des acteurs de la distribution puissent se mettre ensemble sur une table pour définir ensemble un projet. Ils peuvent créer 2, 3, 4, 5 réseaux, c'est pas ça le problème. Mais pour qu'ils se mettent ensemble, pour avoir une très bonne capacité financière, pour pouvoir avoir des partenariats en amont avec des entreprises françaises, européennes ou américaines, afin de disposer de leur savoir-faire, et derrière aussi, notamment, pouvoir faire du lobbying politique, pour eux aussi, notamment, bénéficier de décisions qui leur permettront d'être plus compétitifs. Voilà. Aujourd'hui, il est important que ces gens qui sont dans le commerce classique apprennent notamment des nouveaux types de commerce. Que ce soit par exemple les réseaux de fast-food ou autres. Je donne des exemples très simples. Aujourd'hui, les Sénégalais, qu'ils soient Sénégalais noirs ou Sénégalais libanais, sont en train d'exploser pour une raison très simple. Ils se disent, on va aller ouvrir des fast-food, on va vendre des glaces, etc. Mais on ne maîtrise pas ça. On va aller chercher, acheter des franchises. Au départ, ils achètent des franchises. Ils apprennent tout le savoir-faire de ces franchises, ensuite ils se développent tout seuls. C'est ce que Yérim Sow est en train de faire avec Radisson. C'est ce que MSN, qui est le président d'ailleurs des entreprises franchisées du Sénégal, qui est en train de développer son propre réseau de franchises. Pourtant, il a la franchise automobile, lui, avec S. Mais aujourd'hui, il est en train de développer son propre réseau de franchises. C'est ce que Babacar Ngam est en train de faire avec notamment KFC, etc. Et ces gens maintenant capitalisent du savoir-faire des autres qui leur permettront de pouvoir être aux normes et de pouvoir faire face à la compétition internationale. Mais quand vous n'êtes pas préparé, quand vous n'avez pas le know-how, quand vous n'avez pas la force, ce sera difficile individuellement de s'en sortir. Même si nous tous, nous sommes derrière EDK, qui est une entreprise dont le patron est effacé, discret. C'est quelqu'un que les gens, moi je ne l'ai jamais vu, je l'apprécie énormément à titre personnel, mais ce ne sont pas mes sentiments qui feront grandir cette entreprise. C'est la réalité de la situation, c'est de se donner les moyens d'une guerre stratégique. Maintenant, les aspects opérationnels resteront à mon avis complètement secondaires, c'est très facile. Il y a la question de M. Malik Diagne qui est le responsable de Amore Glacé qui nous suit depuis l'Italie. Ah, bonjour M. Malik Diagne. Nous vous saluons, nous vous remercions. Le café est particulièrement délicieux. Nous vous remercions. Il a une question? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Pour nous qui voulons travailler sur les produits artisanaux made in Sénégal, c'est très compliqué. Oui. On ne nous permet pas d'entrer sur le marché sénégalais et pourtant on n'a pas de produits de bonne qualité. Et pourtant on a des produits de très bonne qualité. Voilà. Je ne sais pas si c'est le moment, cher Malik, de discuter de ça. J'avais fait un petit live sur les artisans. Mais très sérieusement, il y a des choses que nous devons apprendre au Sénégal.
Et ça, je crois que c'est peut-être le deuxième aspect de notre discussion qui concerne l'approvisionnement des points de vente. Parce que très sérieusement, les produits artisanaux, techniquement, c'est des produits de luxe. Et nous vendons des produits de luxe à des petits prix. Ça pose un problème. Ça ne marchera pas très facilement. Deuxième élément, nous ne sommes pas férus d'excellence. Nous faisons des choses à peu près bonnes. Et nous nous satisfaisons du moins de la médiocrité. Ça, c'est un gros problème que nous avons. L'autre aspect, c'est que nous ne nous entourons pas de conseils. Mais mon Dieu, si tu veux faire, si tu veux coudre un truc, tu demandes à un expert. Si tu veux, mais pour vendre, mais il y a des experts en marketing. Vous croyez que marketing, tout le monde peut le faire? Non, c'est une discipline. C'est un domaine très particulier. Moi, je suis expert international en marketing. Imaginez les Nations Unies, des organisations internationales, m'amènent dans d'autres pays pour aller aider les gens à aller faire du marketing en payant cher. Donc vous croyez que c'est de la plaisanterie de marketing? Que n'importe qui peut faire ça? Non, n'importe qui ne peut pas le faire. Ça demande de l'expertise. Et nous, malheureusement, nous donnons nos expertises ailleurs parce que les Sénégalais se cassent les dents parce qu'ils pensent que pour vendre, on n'a pas besoin de marketing. Si, la fonction première d'une entreprise, c'est la fonction marketing. C'est pas que c'est pas la plus importante, mais c'est parce que tout ce que l'entreprise fait est destiné uniquement à être vendu. Donc si vous ne mettez pas l'essentiel de vos efforts sur le marketing, vous passez à côté. On a donné beaucoup d'exemples d'entreprises dont les contenus sont complètement vides, des produits où il n'y a absolument rien et qui aujourd'hui arrivent à vendre à des produits chers. Moi, je suis scandalisé. Quand je vais dans un point de vente, je trouve par exemple une marque, je peux citer la marque Esteval par exemple, qui est une marque énorme, qui est faite par Dr Valérie Kenom-Ndiaye, qui est nutritionniste, qui est très à cheval sur ces aspects nutritionnistes, qualité, nature, tout ça, etc. Et derrière, vous voyez Sunquick par exemple. On parlera des producteurs tout à l'heure. Sunquick, non, je vais donner juste un exemple pour M. Gagne, pour lui montrer son problème. Sunquick fait des produits totalement chimiques. À côté, Esteval fait des produits totalement naturels, mais les gens vont préférer acheter Sunquick qui coûte en plus cher. Donc le problème n'est pas un problème de qualité du produit, c'est un problème marketing. Donc je vous demande de vous faire assister. Si vous n'avez pas les moyens, il y a des chambres de commerce, il y a l'ADPME, il y a beaucoup d'organisations d'appui qui peuvent vous permettre qui peuvent vous financer pour avoir accès à des conseils et à des stratégies. N'hésitez pas. En tout cas, moi, je reste disponible pour vous appuyer. Il y a également les lives de Marketing TV qui sont très utiles pour les, voilà, PME. C'est exactement ça. Voilà, Monsieur Simon, on va boucler cette première partie par la fidélisation. Vous avez parlé de marketing d'entrée, de marketing de transformation, de marketing de fidélisation. La seule enseigne qui fait un peu dans la fidélisation, c'est Casino avec ses fameux mercredis. Si vous entrez chez Casino le mercredi, si vous avez la petite carte de fidélité, vous avez automatiquement les 10% ou 5% de réduction. Est-ce que les enseignes locales sont dans cette dynamique-là de fidélisation de leur clientèle? Oui, c'est vrai qu'il ne faudrait pas prendre la fidélisation seulement sous l'angle de la réduction. La fidélisation également pourrait être dans le lien, dans les relations, dans le service que vous faites, par exemple aux clients et qui valorise davantage cette relation-là. Mais c'est toujours bon quand même que les enseignes aussi puissent exhiber de façon que le consommateur lui-même sache que véritablement, voilà des actions qui sont faites à mon endroit par rapport véritablement donc à ma relation avec une unité commerciale. Ce qui est un peu difficile quand même à constater, même si ça existe, il y a quand même aussi, il faut le reconnaître, là-dessus, même nos unités traditionnelles de commerce quand même ont une approche fidélisation qui est quand même particulière. Parce que très souvent, nous n'avons pas l'habitude de disposer financièrement l'argent pour avoir tel ou tel autre produit. Et très souvent, comme l'a vécu le papa ou la tante, on va prendre un bon chez le truc à la fin du mois. Et c'est pourquoi, des fois, c'est des fidélisations induites. Pourquoi? Parce qu'on est lié à ce truc-là, sans quoi, peut-être que gérer les fins du mois devient un peu douloureux. Ça aussi, il faut le dire, ça existe. Peut-être qu'il faudra chercher à davantage moderniser, trouver également de nouveaux créneaux, des cartes de fidélité, des cartes privatives, tout cela qui permettent aujourd'hui de pouvoir véritablement ferrer. Parce que tant qu'il peut aller ailleurs, vous n'avez plus véritablement l'opportunité d'en faire
quelqu'un où vous allez augmenter maintenant donc le capital client en termes de valeur. Et c'est pourquoi véritablement... Il y a aussi les promotions. Bonjour à M. Diaby. Voilà, les promotions Bonjour, aussi, c'est toujours bon, parce que la promotion quand même joue un rôle déterminant. C'est un rôle de communication, mais c'est un rôle aussi d'accroissement du chiffre d'affaires, bon, en fait des ventes pour une période bien définie. Et il ne faut pas être radin. Des fois, oui, et on cherche tellement la rentabilité qu'on oublie que la rentabilité, c'est un ensemble de processus qui l'amène. Et qui fait que au bout, on se rend compte que véritablement, telle action qu'on a prise pendant telle période nous a permis non pas de gagner en argent, mais de gagner également donc en affection et de faire connaître et de créer également un trafic qui va permettre aussi donc beaucoup d'autres activités comme le cross-selling et autres. Voyez-vous. Monsieur Kane, vous aimez l'ambiance de Amoré Glacier? Oui. Déjà qu'on me sert ce que j'adore le plus, le bon café. La dame qui sert est d'une gentillesse inouïe. Et surtout, elle a un fils qui s'appelle, je sais pas, son fils s'appelle Mohamed. Et les Mohamed sont tous du miel. Donc, à commencer par moi. Voilà. Et quelle est l'importance de l'ambiance maintenant dans la fidélisation? Ok, je voudrais d'abord traiter justement de cet aspect fidélisation que Simon a particulièrement bien abordé. Et il faut comprendre les paradigmes qui permettent d'arriver à la fidélisation. J'ai fait un live il n'y a pas longtemps sur les concepts et comment même d'ailleurs faire la fidélisation. La fidélisation n'est pas d'abord une affaire de comportement, c'est une affaire psychologique, c'est une affaire aussi d'image. C'est très important. Donc, on ne fidélise pas par rapport à des produits pour un distributeur, ce qui va être le plus important. On ne fidélise pas aussi par rapport aux éléments du marketing mix. Les prix ne vous permettront pas de fidéliser. J'ai fait beaucoup d'études de marché. Moi, par exemple, à chaque fois que je fais des études de marché, pour regarder les comportements des consommateurs, je ne pose pas seulement la question de savoir où est-ce que vous achetez un produit. Mais je vais aussi poser une deuxième question derrière, c'est pourquoi choisissez-vous ce distributeur pour ce produit-là? Parce que ce qu'on avait remarqué, c'est que certains vont aller au marché, mais pour certains produits spécifiquement, ils vont dire non, ce produit-là, il n'y a que tel distributeur ou telle enseigne dans laquelle je vais l'acheter parce que ça me donne plus de confiance ou bien ça me met plus en exergue. On avait vu, je crois que ça existe encore toujours parce que maintenant je suis un peu vieux, les clubs des papas qui achetaient des couches, qui voulaient montrer que c'est des papas modernes. Qui se rencontraient dans les supermarchés là pour se donner des conseils et tout et montrer que c'est des papas modernes. Pourtant ils auraient pu l'acheter à la boutique ou chez le grossiste. Mais on veut être moderne. Et pour être moderne, on va aussi dans un point de vente moderne, etc. Bon, je ne veux pas rester longtemps là-dessus. Ce que je veux dire et qui est très important, c'est que le premier élément à prendre en compte dans la fidélisation des clients, c'est le facteur disponibilité, couverture de la clientèle. Si vous voulez que vos clients soient fidèles, soyez partout où ils sont. C'est le premier aspect très important. Et je veux juste là vous titiller un peu. Parce que moi, je suis détenteur d'une carte fidélité de Casino. Voilà. Alors, j'étais content en disant, mais Casino a une carte fidélité. Même si après, j'ai discuté avec eux sur ça, pour leur donner des idées. Mais hier, vous étiez chez Auchan. Même les 4 mois. Oui, non, mais c'est parce que Casino n'est pas partout. Alors que moi, je suis entouré de Auchan. Et Dieu sait que j'aime bien Casino. C'est une marque que j'aime bien. Voilà, mais j'y vais rarement parce que quand je sors partout où je vais, mais il n'y a que Auchan aussi, il ne faut pas déconner. Voilà. Non, c'est pourquoi je pose ce problème de la disponibilité. Si vous n'êtes pas présent, ben bonjour l'infidélité. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? De toute façon, il y a un adage qui disait que loin des yeux, loin du cœur. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas partout, c'est un problème. Regardez bien, Auchan n'a pas de carte de fidélité. Et Auchan fidélise mieux que Casino. Vous ne l'avez pas remarqué? Parce qu'Auchan a travaillé sur le facteur le plus déterminant, être présent partout où le client peut avoir besoin de moi. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Voilà. Donc, en étant proche de la clientèle, en gérant le principe qui est le principe le plus élémentaire de la proximité avec la clientèle. Je ne vous coupe pas, même avec les banques, s'il y a certaines banques où très souvent les GAP ont des difficultés, très rapidement on sort de cette crise. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas faire toujours la queue. Et quand on arrive au niveau du GAP, ça pose problème. Et très souvent, pour trouver le GAP, ça pose problème. Exactement. Donc ça confirme ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup Simon pour ce très très bel exemple. Donc le premier principe, c'est de pouvoir être proche du client. Mais justement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Encore faudrait-il que
le client ait ce qu'il veut dans votre point de vente. Mais si vous avez tout ce qu'il faut dans le point de vente, ça, des produits de qualité, le prix, un service impeccable, des horaires d'ouverture top, tout ça, si vous avez tout ça et que vous n'êtes pas proche, le client sera forcément infidèle. Même si vous faites des foires toutes les semaines, si vous donnez des réductions de 100%, le client ne viendra pas. Vous n'allez pas passer de Pikine à Liberté parce qu'il y a 50% de réduction. Vous ne le ferez pas. Parce que ça va être après bouffé par les frais de transport et par votre temps. Vous ne le ferez pas. Donc, il faut réellement régler ce problème de la disponibilité. C'est l'enjeu. Hein? C'est pourquoi quand on disait tout à l'heure, EDK, un supermarché, Auchan 38, il n'y a pas match, quoi. Et donc, le premier aspect, c'est vraiment d'avoir de la proximité. Maintenant, quand vous avez la proximité, l'autre aspect qui va fidéliser les clients, c'est le fait d'avoir une collection et un assortiment adapté à la zone de chalandise. Ce que les clients détestent, c'est d'avoir besoin d'un produit qui n'est pas dans votre assortiment ou qui est en rupture. C'est un très très gros problème. Et la disponibilité du produit est souvent plus importante que son prix. Ça, il vaut mieux avoir l'ensemble des produits tout le temps que de se dire j'ai pas tout le temps les produits mais je vends moins cher. Les clients iront là où ils pourront faire toutes leurs courses en même temps sur notamment un point. Ça, c'est particulièrement déterminant, c'est particulièrement important. Maintenant viendra le reste de la fidélisation. Mais pour pouvoir faire des cadeaux aux clients, pour pouvoir fidéliser, ça demande des moyens. Parce que la fidélisation nécessite un investissement en amont qui doit être amorti dans le temps. Parce que je vous ai dit que dans l'approche moderne de la fidélisation, on ne se focalise pas sur le produit. On analyse la rentabilité de chaque client et non pas la rentabilité des produits. Donc chaque client devient en lui-même un projet. Ce n'est pas pour rien qu'en CRM, on évalue la rentabilité des clients en utilisant les mêmes outils d'évaluation de la rentabilité d'un projet. Ça, la vanne, le délai moyen le délai de récupération du capital investi, le taux de rentabilité. Tous ces outils-là, c'est aujourd'hui ce qu'on utilise et qu'on va appeler la VAC, la valeur actualisée nette du client. Pour vous dire les changements de paradigme. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez fidéliser à long terme, mais la fidélisation, ce n'est pas seulement la fidélisation des clients. Quelqu'un qui veut fidéliser doit fidéliser l'ensemble de l'écosystème. C'est fidéliser le client, c'est fidéliser les fournisseurs, c'est fidéliser les collaborateurs. Et c'est fidéliser notamment tout ce qui va concerner les activités de soutien, la logistique, tout ça, etc. Donc, quand je veux fidéliser et garantir l'ensemble des éléments, c'est-à-dire être proche, avoir de bons prix, avoir le bon assortiment, en quantité, en qualité, comme on dit, en distribution suffisante, au bon prix, au bon moment. Non, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne en sortez pas. Si vous voulez garantir tout ça, il faudrait mettre en œuvre forcément un système d'ICR, Efficient Consumer Response, comme vous l'avez dit. Vous êtes obligé de mettre en place un système qui intègre l'ensemble des parties prenantes. Et intégrer l'ensemble des parties prenantes, c'est négocier avec eux sur l'approvisionnement. Walmart a été le pionnier dans ça, en mettant en place un système d'information et en mettant en place un système de gestion partagée des données avec l'ensemble de ses fournisseurs pour justement mettre en place, comme il a dit, une gestion en flux tendu des stocks. Au lieu maintenant qu'il y ait des stocks qui viennent en magasin, ensuite qui sont rééclatés, maintenant c'est directement du fournisseur au point de vente. Est-ce que ces systèmes d'EDI, c'est-à-dire que le système d'échange de données informatiques existent? Ça, c'est un gros problème. Deuxième élément, c'est mettre en place des systèmes de cross-docking, avec notamment des systèmes de gestion partagés, notamment de la logistique. C'est pourquoi je vous ai dit que la logistique, voilà, la logistique, ce n'est pas une histoire de moyens, c'est d'abord une histoire de système. Quand le système est bon, tout marche. Et ça demande de la coopération en amont. C'est ce que, excusez-moi, c'est ce que Tesco a réussi très vite. Exactement. C'était véritablement pouvoir disposer d'une plateforme qui pouvait régler. À l'époque, les gens ne pensaient pas que les choses pouvaient passer aussi rapidement. C'est ça. Aujourd'hui, à la fois le physique et le virtuel ne sont plus seulement intégrés, mais sont optimisés. C'est ça. Donc, c'est du multicanal qui se développe. Exactement ça. Donc, le maximum possible de points de contact avec le client. Intégrer également donc ce dispositif dans sa tête, mais mieux l'optimiser. Donc, de multicanal, on passe au cross-canal. Aujourd'hui, c'est l'omnicanal. C'est ça. Et c'est lorsque vous me parlez de système, c'est là-dessus où je suis en phase. Et ce système,
est réglé avec maintenant donc cette théorie autour de l'ECR que vous venez de développer. Il y a un de mes étudiants en première année qui me pose une question, est-ce que la fidélité induite, est-il possible de parler de fidélité induite dans un contexte où il y a des promotions et des produits de substitution? Là aussi, il faut faire un focus sur la fidélité induite. La fidélité induite est liée par des contraintes. Donc, dès lors qu'il y a maintenant donc, des produits de substitution disponibles, on ne peut plus parler de fidélité induite. Parce qu'on est libre d'aller chercher également de l'autre côté, quoi. Franchement. Donc, ça, vraiment, c'est...